Merci de nous recevoir chez vous. Merci de suivre Leçons de vie sur BF1, votre magazine biographique. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation, dit-on. Notre invité du jour a décidé de faire de l'éducation un sacerdoce. Zoom sur elle. Madame Awa Carole Bombara Congo a vu le jour à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 22 novembre 1963. Titulaire d'une maîtrise S-lettres, option anglais obtenue à l'université de Ouagadougou, elle va enseigner la langue de Shakespeare dans les lycées. Notre invitée a également, entre autres diplômes, un Master 2 en gestion de projet, un DEA de linguistique, un Master 2 analyse, conception et recherche dans le domaine de l'ingénierie des technologies en éducation, décroché dans des universités en Europe. L'invité de votre émission Leçons de vie est ingénieur de recherche en sciences sociales à l'Institut des sciences des sociétés INSS du Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso. Elle a une thèse de doctorat en finition avec pour thème problématique de l'enseignement, apprentissage du français dans les écoles primaires inclusives de sourds au Burkina Faso. Recherche menée avec les départements de l'INSS. Passionnée de l'éducation, Madame Bombara est la fondatrice d'un lycée inclusif à Koubri depuis septembre 2002. De juillet 2007 à juillet 2010, notre invitée dans Leçons de vie est secrétaire générale de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque du Burkina Faso. Chef du service des examens et concours à la direction régionale de l'enseignement secondaire du centre, formatrice de formateurs volontaires pour la Fédération des écoles de sourds du Burkina Faso, présidente de la mission C du comité de suivi de la conférence des organisations internationales non gouvernementales accréditées auprès des instances de la francophonie, présidente Afrique de l'Association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires AFIDES, coordonnatrice des 14 sections nationales d'Afrique, conseillère internationale en éducation, c'est une femme bien au parfum des systèmes éducatifs qui répondra sans langue de bois à nos questions. De 2003 à 2010, elle est point focal de plusieurs associations féminines du Burkina Faso. Au nombre de ses acquis, on peut citer la négociation et l'acquisition de microfinances pour des femmes rurales. Madame Bombara, vous avez de bonnes connaissances en technopédagogie, modération, médiation, médiatisation, tutorat en ligne et à distance, animation de conférences et réalisation de formations à distance. Vous êtes chevalier de l'Ordre des Palmes académiques, vous pratiquez le vélo, l'aérobic, la natation. La lecture et les voyages font partie de vos hobbies. Richard Tiennet, Madame Awa Carole Bombara est à vous. Merci de nous recevoir chez vous, Madame Bombara. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce portrait que nous venons de suivre, votre biographie? Je vais commencer d'abord par remercier BF1 pour l'honneur qui m'a fait de venir vous entretenir avec moi. Et par rapport à la biographie, oui, je suis d'accord. C'est une partie de moi-même que vous venez de présenter comme ça. C'est un pan de votre vie, de mon histoire, bien fourni quand même. Merci. Vous avez un CV costaud, comme le dit certains. Merci beaucoup. Alors, Madame Bombara, oui. Parlez-nous de votre quartier, votre entourage. Nous sommes où exactement? Alors, mon quartier, le quartier où je vis avec ma famille s'appelle Saint-Jean-Samuel. Et c'est une partie de l'ancien secteur 30, devenu secteur 24. Arrondissement numéro 5. Et le quartier est situé entre Kalgoné et puis Toyibé. C'est vraiment un bras du secteur 24. Donc c'est un quartier calme, assez calme, à part le bruit des avions, parce que nous sommes juste collés au mur de l'aéroport.
Mais bon, avec l'habitude, on ne sent même plus les avions atterrir ou décoller. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est un quartier vraiment calme avec des gens très, très sympathiques. Et c'est vraiment bien comme endroit pour vivre. En tant que femme, déjà pour parler de votre enfance, est-ce que ça a été simple de vous envoyer à l'école? Parce qu'à une certaine époque, envoyer un enfant à l'école était vraiment difficile. Et particulièrement pour les femmes, c'était assez délicat. Je vous avoue sincèrement que ça n'a pas été facile. D'abord, j'ai perdu mon père assez tôt. Il est décédé quand j'avais 1 an et demi. Et c'est ma mère qui s'est vraiment occupée de mon éducation et tout. Et ce n'était pas déjà facile en son temps pour se faire recruter. Je sais que ma mère m'a amenée en 1969, alors que j'avais 6 ans et demi. Ils ont refusé, il faut qu'elle ait 7 ans avant de pouvoir intégrer le CP1. Et c'est en 70 que j'ai été recrutée au CP1. J'ai cheminé à l'école primaire, l'école communale de Ouidi, jusqu'à avoir mon certificat d'études primaires. Mais pendant ce cursus, ça n'a pas du tout été facile parce que, bon, dans un milieu pauvre, il fallait acheter les livres, il fallait les cahiers et tout, les bics. Et avec une maman qui devait s'occuper de 4 enfants à la fois, ce n'était pas évident. Et ce que je faisais, j'aidais la maman dans le petit commerce avec ma petite assiette aussi à côté pour chercher un peu d'intérêt, pour avoir de quoi acheter les cahiers pour la rentrée. Donc, ça n'a pas été facile. Mais c'était aussi une expérience joyeuse pour moi parce que j'aimais beaucoup l'école. Contrairement à certains, dès que vous êtes arrivé à l'école, vous avez aimé. J'aimais beaucoup. Qu'est-ce qui vous appréciait exactement à l'école? D'abord, se retrouver avec d'autres enfants, la récréation, on criait, on dansait, on sautillait. C'était une autre ambiance que l'ambiance familiale. Et ensuite, au niveau de la classe, j'ai eu des enseignants vraiment sympathiques qui ont travaillé vraiment à ce que nous devenions des gens bien et c'était vraiment agréable de travailler. Il y avait la cravache, il y avait le symbole et on avait peur de porter le symbole. Vous faites l'erreur de parler... Qu'est-ce que vous appelez symbole à l'époque? C'était quoi? C'était un crâne d'âne ou de mouton auquel on accrochait du fil pour faire comme un collier. Et l'enfant qui parlait mourait du moins, ou une autre langue nationale dans la cour de l'école, on lui portait ce symbole-là. Pour dire, il faut éviter de parler. Il faut et qui vraiment portait le symbole? C'est l'enseignant ou entre camarades? C'est l'enseignant qui nous faisait porter ces symboles. C'est justement pour éviter que les enfants, déjà on parlait beaucoup nos langues nationales à la maison, qu'à l'école encore, on se mette à parler beaucoup le moré ou une autre langue nationale, c'était pas bien perçu. Et porter les symboles quand on faisait des erreurs de parler le moré ou une langue nationale à l'école. Vous deveniez la risée de tout l'établissement. Mais oui, pendant la récréation, vous sortez avec votre crâne d'âne accroché, mais tout le monde court derrière vous et puis ça rit, ça claque. Donc, on faisait tout pour éviter quand même de porter les symboles. Donc, ça nous a permis aussi de nous concentrer sur la langue française à l'école. Et puis, on parlait nos langues nationales à la maison avec des parents qui sont souvent illettrés et qui ne parlaient pas la langue française. Je crois que c'était quand même assez dur. Et avec du recul, je vois que ce n'était pas vraiment une bonne chose. Hein. Nos langues nationales, oui. Vous avez parlé de recul. Oui. Avec le recul, comment vous percevez votre enfance? A-t-elle été heureuse ou difficile à votre avis? Mon enfance, les deux à la fois. Les deux à la fois. Elle a été difficile quand je pensais tout le temps à mon père qui n'était pas là. Et les autres enfants parlaient de leur père et tout. Mon père a fait ci, mon père a fait... Et moi, mon père n'était pas là. Ça a été très difficile pour moi. Mais je faisais tout pour ne pas le faire sentir à ma mère qui avait besoin quand même qu'on l'encourage. Donc, il y a eu des moments où je suis allée m'enfermer, pleurer correctement, ressortir, laver mon visage et puis bon, faire semblant d'être pour juste rester à côté de la maman et tout. Et mes grands frères ont été, après le CM2, ils sont allés ailleurs, soit à l'internat, soit chez des oncles. Mais moi, je suis restée avec la maman. Donc, j'avais le devoir aussi de la soutenir et ça n'a pas été facile. Mais ça a été agréable aussi, comparativement à d'autres enfants. J'ai trouvé que j'étais bien traitée, j'avais beaucoup de bonheur avec mes frères et mes sœurs. Et c'était vraiment des moments inoubliables. Et quand on grandit, c'est autre chose et on regrette toujours son enfance. Des jeux favoris? Des jeux favoris, le waré,
La marelle, bon, c'était les jeux. Les poupées. Sili, Mbanongbela, Nabtokota, Nobi, Nobi, Kaye, puis on courait au clair de lune, on s'amusait. Avec les enfants du quartier, c'était vraiment sympa. Des poupées quand même. Des poupées, oui, des poupées. Que vous oui, confectionnez vous-même? Des poupées en bois, des poupées confectionnées nous-mêmes, en arrachant en saison pluvieuse les herbes dehors, et puis tressées, et puis bon, habillées et tout. Vous aviez des livres qui ont marqué votre cursus scolaire, lesquels, par exemple? Il y a des livres, des romans africains tels que L'Enfant Noir, Le Paille Noir, Les Bouts de bois de Dieu, qu'on lit et qu'on se retrouve dedans, parce que ça fait partie de nos réalités. Mais il y a des œuvres aussi qu'on nous a pratiquement imposées au secondaire, telles que Germinal, Candide et autres, qui ne sont pas nos réalités, mais que nous devions exploiter. C'était difficile de comprendre, mais on avait le devoir de traiter des sujets dessus. Bon, on l'a fait, mais le plaisir était surtout avec nos œuvres littéraires africaines. Oui. Vous êtes éducatrice. Oui. Qu'est-ce qu'on peut tirer des livres? Quelles leçons un élève peut tirer des livres, à votre avis? Les livres, on tire beaucoup de leçons parce que chaque œuvre littéraire contient au moins un message. Et quand ce message ou ces messages qui sont dans les œuvres littéraires sont bien perçus, ça canalise quand même certains aspects de la vie du lecteur. Ça lui permet de réfléchir, d'aller dans le passé, de revoir ce qui se passe ou de se plonger dans l'actualité pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe chez soi et comment se comporter. Et je crois qu'on tire beaucoup des œuvres littéraires. Mais de plus en plus, Oui. les jeunes lisent de moins en moins. C'est exact. Ils sont aidés par l'audiovisuel, Oui, l'écran. oui. Est-ce que ce n'est pas parce que, justement, à l'époque aussi, la communication, la technologie n'était pas avancée? Est-ce qu'on peut dire que ça compense? Ou faut-il vraiment s'intéresser aujourd'hui encore aux livres version papier? Bon, c'est vrai que de plus en plus, les enfants, les jeunes ne lisent pas. Notamment Ils pour ce lisent qui est du pas. Burkina, Du dans Burkina Faso, dans c'est les, vrai. les villes. Dans En les campagne, villes, c'est tout autre oui, chose. en campagne, c'est tout autre chose. Mais en ville, surtout avec les médias, avec Internet, avec les téléphones portables, les enfants plus font focus sur le visuel plutôt que sur l'écrit. Je le regrette un peu parce qu'en lisant, en même temps, on retient l'orthographe des mots qu'on peut réutiliser une autre fois. Et puis aussi en lisant, on mémorise mieux, à mon sens. On mémorise et on peut se référer à certaines situations pour dire oui, voilà, telle personne a écrit, voilà, voilà. Mais par rapport à l'audiovisuel, la télé, on écoute, mais on ne mémorise pas facilement. C'est éphémère, c'est passager. Le message va très vite. Un message en lecture, on l'intègre, on le mémorise, on le retient. Par contre, à la télé, on peut voir les images défiler et on n'a pas le temps forcément de regarder la beauté de l'image et le sens profond du message qui est véhiculé. Donc, du coup, nos jeunes, c'est surtout l'image, c'est les SMS, c'est bien que même les lettres écrites à la main et tout, c'est pratiquement disparu. Alors que la graphie même, c'est beau. Et c'est important. Et c'est très important. Ouais. Vous avez des matières de prédilection en classe? Bon, en classe, j'aimais un peu tout. En sixième, j'étais vraiment polyvalente. Hein. Mais j'ai sauté la cinquième pour aller en quatrième. Parce que vous Et étiez ça très intelligente. Oui, et je voulais vraiment rattraper une année que j'ai perdue au primaire. Oui. Donc, je tenais à rattraper cette année-là. En bossant fort en sixième, j'ai fini avec 18 de moyenne en fin d'année. Et j'ai sauté la cinquième et suis partie en quatrième. Mais j'ai eu quelques problèmes parce qu'en maths, ça ne suivait pas très fort. J'ai dû batailler sur plusieurs choses pour vraiment remonter ce niveau-là. Et c'est parti, je n'ai pas redoublé jusqu'à ma terminale. Et vous avez obtenu un bac, oui, quelle série? J'ai fait un bac A4 parce que j'aimais beaucoup, j'aime toujours les langues. Donc, j'ai préféré l'anglais. J'avais le choix entre la sociologie. En fait, j'ai demandé les deux. Mais j'ai mis en premier l'anglais parce que je voulais vraiment enseigner l'anglais. C'est une belle langue que j'aimais beaucoup. Votre rêve à vous était d'être enseignante? Enseignante.
Et pourquoi? Contrairement à beaucoup qui disaient, bon oui, l'enseignement, c'est pas bien, il faut de mieux. Non, c'est une passion. J'aime beaucoup les enfants. Et j'aime vraiment l'immersion avec les enfants. Être à côté des enfants, ça me plaisait beaucoup. Et c'était l'occasion pour moi d'être avec eux. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner l'anglais une bonne vingtaine d'années un peu partout. Vous êtes titulaire d'un Master 2 en gestion de projet. On passe votre diplôme en anglais obtenu à l'Université de Ouagadougou. Et vous avez un 2A de linguistique. Vous préparez un doctorat, il est même en finition. Oui. C'est une course au diplôme, Madame Bambara. Bon, Pourquoi? Pas une course au diplôme, mais une course à la connaissance, une ouverture au savoir. Parce que je me dis que la formation, les apprentissages, on doit être capable d'apprendre tout au long de sa vie. Et chaque jour que Dieu nous donne de vivre, on doit pouvoir tirer des leçons de la vie, on doit pouvoir apprendre de la vie et puis bon, avancer, partager ses expériences aussi, ses connaissances avec d'autres. Et c'est pour ça que j'ai fait des diplômes gestion de projet, parce que j'avais des projets personnels à gérer et j'avais besoin de connaissances solides pour gérer mes projets personnels. Rien que le lycée à Koubri, c'est un projet, il faut avoir des connaissances quand même en gestion des ressources pour pouvoir foncer quoi. Et je n'aime pas faire les choses à moitié. Et la technopédagogie, c'est vraiment une passion pour moi. Et c'est une formation que j'ai faite à distance. Nous parlerons de la technopédagogie dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons voir si vous êtes une bonne voisine. Pour cela, nous avons interrogé votre voisin immédiat. Nous le suivons dans la rubrique Avis. Donc, en tout cas, bon, madame, en tout cas, nous avons passé du temps ensemble. Cela fait plus de 20 ans que nous nous fréquentons et nous n'avons rencontré aucun problème. On aurait dit qu'on habite dans la même concession, n'eût été la clôture qui nous sépare. En tout cas, il y a un problème. Nous partageons tous nos moments et avec les enfants et nos épouses, elle n'a aucun problème. Nous prions le bon Dieu afin qu'il renforce la cohésion qui existe entre nous. Bon, madame, le chef de famille n'est plus, mais nous prions pour que son héritage prospère. Pour nous, elle est humble et gentille et nous ne pouvons demander que de la bénédiction pour elle. Vous venez de suivre votre voisin, Elijah Ouedraogo Sita. Quel commentaire vous avez à faire par rapport à ce qu'il dit? Vous êtes naturellement ravi. Vous n'avez jamais eu de quiproquo avec vos voisins? Non. Jamais fâché? Jamais fâché. Un jour, une musique à fond, l'ambiance qui vous dérange, jamais fâché? Non, j'ai la chance de vivre avec des voisins avec qui on se comprend et qui ne dérangent pas, que je ne dérange pas. Et nous vivons dans le quartier, même les autres voisins pourront le témoigner, vraiment en symbiose. Bon, nous nous rendons visite. Pour les fêtes, pour les joies, pour les peines, nous sommes solidaires. Et vraiment, je n'ai jamais eu d'accrochage avec un voisin. Et les enfants, ils viennent à la maison, ils s'amusent. Et mes enfants vont chez les autres. Donc, c'est vraiment comme une seule famille. Donc, il y a la solidarité. La solidarité africaine, on dira. Oui. Madame Bambara, nous avons parlé tout à l'heure de course au diplôme. Vous avez plutôt préféré qu'on parle de connaissances. En termes de connaissances, vous avez un doctorat, une thèse donc en préparation, en finition, on va dire. C'est ça. Et le thème, c'est problématique de l'enseignement, apprentissage du français dans les écoles primaires, inclusives, dessous au Burkina Faso. Recherche menée avec les départements de l'INSS.
Qu'est-ce qu'on doit comprendre par école primaire inclusive dessous? L'inclusion, c'est quand un milieu scolaire, c'est quand on ajoute aux élèves dits normaux des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, soit dues à un handicap, soit à une insuffisance intellectuelle dans la même classe. Donc, dans le cadre de la recherche, je me suis concentrée sur l'éducation des sourds parce que j'ai une petite expérience sur cette inclusion-là. Je parlais tantôt d'un élève que j'ai inclus chez moi à Koubri, qui était devenu sourd et qui a suivi son cursus jusqu'au BPC. Il a eu le BPC, l'entrée en seconde. Il a continué, il a fait l'IAM et puis il fait un master 2 présentement. Donc, à partir de cette expérience-là, je me suis dit, bon, plutôt que de travailler sur l'enseignement de l'anglais, il y a tellement de documents sur l'anglais, autant faire quelque chose qui peut servir. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce thème-là, parce que le français conditionne tous les apprentissages dans notre pays. C'est la langue de l'éducation, c'est la langue officielle. Et quand on a des difficultés pour parler cette langue-là, c'est difficile d'apprendre, d'aller à l'école. Et au Burkina, il y a des écoles pour sourds, des écoles spécialisées pour rien que les sourds, mais il y a aussi des écoles pour entendants qui incluent des enfants sourds et des écoles pour sourds qui incluent des enfants entendants. Donc, l'inclusion ici, c'est des deux côtés. Donc, des écoles pour entendants qui incluent des sourds et des écoles de sourds qui incluent des entendants. Et l'apprentissage du français, je me suis focalisée sur ça parce que au Burkina, c'est la langue des signes qui est utilisée dans les écoles de sourds. Alors que là où nous sommes, nous avons plusieurs langues des signes qui sont enseignées. Il y a la langue américaine des signes et il y a la langue des signes française. Et dans certaines écoles, il y a même eu un mélange des deux langues, et si bien que c'est compliqué. Donc, en tant que linguiste, je voulais aller voir en profondeur et travailler sur la langue des signes pour vraiment aider les enseignants et même les autorités par rapport à l'inclusion, parce que présentement, c'est pratiquement le terme à la mode. La 56e session de la Confémène à Abidjan a travaillé surtout sur l'éducation inclusive. Bon, c'est aussi ma contribution pour l'après 2015, parce que les objectifs de développement du millénaire en éducation parlent beaucoup d'inclusion. Vous avez utilisé assez de termes techniques. On va essayer de décanter tout ça. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, prenons le cas de cet élève qui était sourd, qui est venu dans votre classe, dans votre établissement. Parlez-nous de cette expérience. Comment les choses se sont passées concrètement pour qu'on puisse mieux comprendre ce système inclusif? Si vous permettez que je le nomme, il s'appelle Arnaud Tiendrebego. Il a fait une école de sourds avant d'arriver chez moi. Et il a eu beaucoup de problèmes en classe. Bon, il ne se sentait pas vraiment dans son milieu. Et il y a une amie qui a une ONG qui me l'a confié. Et je l'ai confié à mon tour à mon surveillant qui était célibataire. Et parce que ses parents sont à Ouaga ici. Donc, l'enfant est resté avec mon surveillant à Koubri. Les parents faisaient la navette pour aller le voir et tout. Ils amenaient les vivres. Et au niveau de la classe, j'ai pratiquement formé les enseignants à comment se tenir face à cet enfant-là. Il ne faut jamais lui donner le dos parce qu'il a besoin de lire les émotions. Il a besoin de lire sur le visage pour déchiffrer les messages. Et j'ai invité les élèves à l'accueillir, à l'adopter et à l'accompagner. Et j'ai organisé une réunion des parents d'élèves pour qu'eux aussi, à leur tour, fassent de la sensibilisation. Mais malgré tout, il y a quelques enfants, il y a 2 parents qui ont enlevé leurs enfants de l'école parce que l'école est devenue une école de sourds. J'ai dit non, ce n'est pas une école de sourds. Cet enfant n'a pas demandé à être sourd. Il est devenu sourd. Il entendait, il est devenu sourd. Il a besoin de notre accompagnement. Il faut de la solidarité. 2 enfants de moins, ça ne peut pas m'empêcher de foncer sur ce que je veux. Donc, on a continué comme ça. Et je l'ai installé avec le premier de la classe. J'ai acheté une rame de papier et feuilles blanches.
une rampe de feu carbone. Et lui, il recopiait les leçons, il gardait son original et lui glissait la feuille en bas. Et c'est comme ça, avec l'aide des enseignants, de ses camarades, il a réussi à passer d'abord les cours, à les assister, à faire les devoirs. Et ce qui a été étonnant, à la fin du premier trimestre, cet élève était devenu premier de la classe. Et je me suis demandé, mais comment ça? Est-ce que c'est les autres élèves qui ne valaient rien pour que cet enfant qui a des difficultés d'audition puisse venir dépasser tout le monde ou c'est quoi? Deuxième trimestre, pareil. Troisième trimestre, il était toujours premier de la classe. Et les professeurs, il n'y a pas un seul professeur qui ne l'aimait pas. Parce que déjà, quand on regarde sa copie, la propreté, la graphie, c'était impressionnant. Je n'ai même pas de mots pour le dire. Il a réussi à l'entrer en seconde. Et il a continué jusqu'à... Il a eu le bac. Il est en train de finir son Master 2. Et je lui souhaite vraiment qu'il ait du boulot. Parce que ce n'est pas facile pour ces gens-là d'avoir du boulot. Déjà pour les stages, il m'a dit que lui, il a déposé des stages. Et quand on regarde le dossier, il est bon. Et quand lui, on l'appelle, les difficultés pour parler, on dit non, c'est bon, on ne peut pas te prendre. Donc, vivement que l'État statue à ce sujet, qu'il y ait des tests pour aider ces enfants-là à pouvoir s'en sortir. Je relève encore le cas d'une dame, une enseignante qui est à Bobo, Sita. Elle enseigne dans une école de sourds. Elle a passé tout le temps, sur 4 ans, elle passait le concours de l'ENEP. Et chaque fois, c'est à l'entretien qu'on l'a recalée, parce qu'elle ne peut pas parler. Mais voilà des exemples qui peuvent inciter les autres sourds, et les malentendants, les voyants, malvoyants, à vraiment s'investir dans l'éducation. Et les parents aussi. Parce que quand vous mettez un enfant au monde qui a des difficultés et que la société du travail le rejette, c'est très décevant. Donc, vivement, comme vous dites, qu'il y ait des mesures pour ces gens-là. Bien sûr. Dites-nous, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les enfants sont de moins en moins bien formés dans nos écoles, nos lycées et collèges? De moins en moins bien formés, je ne le pense pas. Comparativement à votre époque, par exemple. Oui, bon, peut-être on idéalise toujours sa propre époque, mais les temps changent et aussi les méthodologies changent. Bon, pour parler de la situation actuelle de l'éducation, on va aller d'abord du côté du primaire. En ville, dans les villes, les parents ont le choix. Il y a des établissements privés, il y a des établissements publics, et vous regardez où est-ce que les résultats sont bons, et puis vous mettez vos enfants dedans. Voilà. Par contre, en milieu rural, c'est tout autre chose. Et avec le continuum, vous avez eu des informations certainement sur les insuffisances du continuum, parce que les moyens n'ont pas suivi la décision politique. Et aussi, ça n'engage que moi, je me dis que les acteurs principaux, les enseignants qui sont sur le terrain, et même les parents, n'ont pas été assez consultés, à mon sens, hein, c'est personnel. Donc, on gagnerait pourtant, c'est des éléments majeurs, des entités majeures dans le succès du continuum. À cultiver l'évaluation, à avoir un sens de l'évaluation. Parce qu'on passe d'une réforme à une autre sans une vraie évaluation. Et il faut aussi qu'on ait l'esprit d'anticipation pour élaborer des plans, plan B par exemple. Au cas où il y a des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, c'est un peu difficile au niveau du primaire, surtout en zone rurale. Vous pouvez décrypter le continuum pour ceux qui ne savent pas? Qu'est-ce que c'est que le continuum? D'abord, il y a eu le besoin de réformer le système éducatif pour la rendre gratuite de 6 à 16 ans. Maintenant, le continuum, ça veut dire que le primaire, le préscolaire, le primaire et puis le premier cycle du secondaire font une seule entité. Donc, on passe, et puis bon, voilà, jusqu'à 16 ans, on continue. Voilà. C'est ça le continuum, avec ses limites, ses forces avec des limites, et ses faiblesses. Des forces, c'est certainement bien réfléchi au haut niveau, mais pas suffisamment, à mon sens, au bas niveau. Il y a plus de faiblesses que de forces. Il y a plus de faiblesses que de... Et il faut surtout des moyens pour ce continuum-là. Il faut des écoles, il faut des enseignants, il faut du matériel. Et tant que toutes ces conditions ne sont pas réunies, c'est assez difficile ça devient de délicat. parvenir. Maintenant, au niveau du secondaire,
Bon, c'est à peu près la même chose que le primaire. Il y a le privé, il y a le public. Et chacun fait de son mieux pour donner de bons résultats. Mais ce qu'il se passe et qu'il ne faut pas oublier, c'est que les meilleurs continuent d'être des meilleurs parce qu'ils recrutent des meilleurs. Si je prends par exemple des établissements qui excellent, comme le collège La Salle, c'est vrai, ils ont de bons enseignants, mais ils ont aussi de bons élèves. N'importe qui ne peut pas aller à la salle. Donc, vous voyez, c'est une continuité de l'excellence. Par contre, des établissements comme le lycée Zenda, qui font tout, qui prennent tout le monde et qui réussissent à vraiment produire des élèves excellents, ils sont à saluer, à mon sens. Le Zenda, vous prenez l'exemple parce que c'est le plus grand établissement de Ouagadougou. C'est mon établissement d'origine. C'est votre établissement d'origine. Alors dites-nous, le fouet, parlons d'éducation, le fouet est-il indispensable dans l'éducation d'un enfant? Bon, vous savez... À la maison ou à l'école? Oui, ok. Nous sommes tenus par les textes internationaux qui interdisent le fouet. Si bien que l'école burkinabé interdit le fouet. Voilà. Donc, on suit les textes. On s'en tient aux textes. Mais je sais qu'il y a des établissements... À la maison, il n'y a pas de tests. Mais oui, à la maison, c'est le bâton et la carotte. Hein. Tu as bien travaillé, tu as ta carotte. Tu as mal travaillé, la chicotte. Moi, ça, franchement, je ne m'amuse pas avec l'éducation de mes enfants. On ne peut pas laisser un enfant pousser comme une mauvaise herbe comme ça. Non. D'abord, il faut éduquer à l'exemple, donner l'exemple à l'enfant, mais il faut aussi qu'il sache qu'il a des devoirs. Parce que de plus en plus, on parle des droits de l'enfant, mais on ne parle pas des devoirs de l'enfant. C'est très, très important. Les enfants doivent savoir qu'ils ont des devoirs aussi à accomplir. Et à la maison, et dans la rue, et à l'école. Et beaucoup de parents ne savent pas, ne connaissent pas vraiment leurs enfants. Ce sont les enseignants qui les côtoient tous les jours, qui les voient s'amuser à la récréation, qui les voient circuler en ville, qui peuvent dire à certains parents qui est leur enfant. Il y a d'autres qui sont prêts à mettre la main au feu pour dire mon enfant est bon, alors qu'en fait, il a de vrais défauts qui peuvent être corrigés et il faut les corriger pendant qu'il est temps. Il est temps. Oui. Vous avez parlé du sujet dans la première partie de cette émission. Nous l'avons dit, vous avez de solides connaissances en technopédagogie. C'est quoi exactement la technopédagogie? Et puis, si on découpe le mot, il y a technique. Est-ce que cette forme de pédagogie est-elle adaptée au contexte burkinabé? D'abord, décryptez-nous ce mot également, technopédagogie. C'est quoi exactement? D'accord. La technopédagogie, c'est l'utilisation des TIC pour l'enseignement. Les techniques d'information et de la communication. Voilà, pour l'éducation. Donc, ce sont des outils, comme vous dites, qui impliquent la technique, la technologie et qui permettent de donner des enseignements aux apprenants. Pas seulement le primaire, le secondaire, mais même le supérieur. Donc, de plus en plus, vous avez les formations à distance qui délivrent, des universités qui délivrent de gros diplômes, des licences, des maîtrises, masters, et aussi des doctorats en ligne. C'est de plus en plus utilisé. Plus en plus, c'est utilisé dans notre monde. Adapté ou non, ça dépend, parce qu'il faut des moyens. Pour la technopédagogie, il faut les outils, il faut des ordinateurs, il faut des cadres pour ces cours. Il faut commencer même par l'électricité qui permet d'alimenter ces outils-là. Et une bonne connexion Internet qu'on n'a pas toujours dans notre pays. C'est vrai que les acteurs du domaine font des efforts incroyables, mais c'est toujours insuffisant. Et si on veut étendre ces enseignements, il faut penser aux provinces, il faut penser aux villages et tout. Et ce n'est pas évident. Pourquoi vous êtes intéressé à la technopédagogie? Parce que c'est vraiment des méthodes d'avenir. Ce sont des méthodes d'avenir et il vaut mieux se mettre dedans. Il faut aller voir comment ça se passe et comment faire au niveau national. Et c'est pour ça que je suis partie pour cette formation. Et c'est très, très important parce que de plus en plus, les jeunes même sont friands de ces outils-là. Et il faut les accompagner parce qu'on ne peut pas forcer avec les méthodes traditionnelles et oublier les progrès technologiques et techniques et tout. Vous pratiquez le vélo, l'aérobic, la natation.
Que représente le sport pour vous? Le sport est très important pour moi. Ça me permet de me maintenir parce que tout le temps, le boulot, le boulot. Après le boulot, la voiture, on ne fait pas beaucoup de sport. Et je me mets au sport, le vélo, l'aérobic, et surtout la natation. Est-ce que vous avez du temps pour ça? Je trouve le temps pour le sport. C'est vraiment difficile, mais je préfère sacrifier quelque chose pour faire mon sport. Ça me maintient et ça me permet de vivre bien dans ma peau, quoi. Oui. Nous allons suivre à présent un autre extrait, un extrait assez proche de vous, pour comprendre cela à vie. C'est ma mère. Elle est gentille avec tout le monde. Madame Bambara, c'est ma grand-mère. Elle veut que je travaille bien à l'école. Je la trouve gentille, merveilleuse. Bon, une femme battante. Je trouve maman cool. Elle prête attention à tout le monde. Elle ne fait pas d'exception. Tu es son enfant, tu n'es pas son enfant. Elle traite tout le monde de la même manière. Madame Bambara, moi j'aime l'appeler maman. Je trouve que maman est une femme très ouverte, humaniste et surtout très généreuse. Elle aime beaucoup, genre, quand on est dans les tâches ménagères. Là. Elle aime quand on travaille. Elle me soutient financièrement et matériellement dans mes études. Et sincèrement, quand j'ai besoin de quelque chose, si je l'appelle, elle répond et puis elle arrive à m'aider. C'est quand elle m'a payé mon premier vélo. J'ai toujours le vélo, mais je ne peux plus monter sur ça parce que c'est devenu petit. Mais quand je vois le vélo, là, ça me rappelle un grand souvenir parce que c'est avec ça que j'ai appris à pédaler un vélo. Madame n'aime pas quand elle me dit de faire quelque chose et puis je ne fais pas. Par exemple, on me dit de laver mes habits et je ne lave pas. L'acte qu'elle a posé qui m'a beaucoup marqué, moi je dirais que c'est 2 lettres qu'elle a eu à m'envoyer par le passé. La première, j'étais gravement malade. J'étais venu faire les vacances à Ouagadougou, repartir. Et quand elle a appris, elle a écrit une note pour m'encourager beaucoup, me demandant de me battre contre la maladie, d'être courageux et de tout faire pour survivre. À la fin, elle me disait qu'elle m'écrivait des larmes dans les yeux. La deuxième note, je dirais que après, quand je me suis remis sur pied de cette même maladie, en temps, bon, il y a eu des petits problèmes en famille au village, puis j'étais au village, où en temps je voulais même abandonner l'école, parce que moi j'étais en classe de 3e, chez le BBC. Encore, elle a écrit encore une seconde note pour vraiment me demander vraiment à rester à l'école, avec les mots qu'il fallait vraiment pour arriver à me convaincre. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai fini l'université. C'est grâce à elle. Maman, j'aimerais te dire de rester comme tu es, parce que c'est comme ça on te préfère. Et puis, on a appris à te connaître comme ça, on s'est habitué comme ça, voilà, à te connaître comme ça. Et puis, c'est ça on préfère, on t'aime comme ça. Et puis, maman, j'aimerais te dire que tu es une mère exceptionnelle et puis, la meilleure maman. Maman, c'est une occasion pour moi de vous dire que je vous aime beaucoup. Vous êtes une femme bosseuse, battante. Je vous encourage à beaucoup faire. Je sais que vous avez beaucoup encore à donner à la nation, à nous, à vos enfants et surtout dans le monde éducatif. Je vous encourage beaucoup à continuer à vous battre. Maman, je t'aime beaucoup, mais j'aimerais que tu diminues les tâches ménagères que tu me donnes. C'est un peu trop pour moi. Tanti, vous êtes gentille. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Grand-mère, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Alors, Madame Bambara, vous venez de suivre des proches à vous s'exprimer. On vous trouve une maman cool, on vous juge cool, une maman extraordinaire, mais qui donne beaucoup de boulot aussi aux enfants à la maison. C'est exact. Vos commentaires? Je commence à dire Amen pour les bénédictions. Vous voyez, le bienfait n'est jamais perdu. Et c'est comme on dit, la vérité vient de la bouche des enfants. J'ai des choses que j'ai faites sans me rendre compte que ça avait une portée qui pouvait changer le cours de la vie de quelqu'un. Le témoignage du neveu, par exemple, ça m'émeut, quoi.
Il ne m'en avait pas encore parlé auparavant. Et par rapport au travail, j'ai une aide à la maison, mais je dis toujours aux enfants, cette aide-là, c'est une aide. Elle n'est pas esclave. Donc vous devez laver vos habits, vous devez l'aider à laver les assiettes, vous devez préparer. Donc chez moi, c'est la loi comme ça. Je n'accepte pas qu'un enfant soit assis pendant que la bonne fait tout, l'aide ménagère fait tout. Donc je les force. C'est aussi les former pour l'avenir. Mais oui. Il demande juste de réduire les tâches. Et ça, c'est une cuisine interne que vous allez gérer. Comme c'est fait publiquement, on va voir ça. C'est une cuisine interne que vous allez gérer après. À présent, on passe à la rubrique cliché où vous commentez 3 photos. D'accord. Et ça, c'est la photo de mon père, ma mère et mes 2 frères aînés. Et c'est une photo qui a été prise en 1960, le jour de la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta. C'est un grand souvenir pour moi. La deuxième photo, juste pour dire, ce n'est pas le RSP, ce n'est pas le régiment de sécurité présidentielle. C'est une photo que j'ai prise au cours de ma formation CERNAPO, le SNP, à l'époque, sous la Révolution. Formation difficile. Formation assez difficile, mais qui nous a permis de découvrir un peu la vie militaire, le maniement des armes. Cette photo, c'est une photo de mon époux et moi le jour de notre mariage. Et nous étions entourés par les petits chanteurs au point levé et les colombes de la Révolution et aussi quelques encadreurs, quelques-uns de nos encadreurs, parce que je faisais partie du groupe des colombes de la Révolution. Nous ne savions pas que vous avez fait partie des colombes de la Révolution parce que dans les questions bonus, vous allez comprendre pourquoi c'est important pour nous de le savoir. Nous passons aux questions classiques. La première, quel est le moment ou l'événement qui est, à votre avis, le plus heureux de votre existence à ce jour? Le plus heureux... un événement qui vous a positivement marqué à vie. Je crois que c'est mon mariage avec M. Bambara. Et c'était un époux formidable. Et toujours à l'écoute. Et nous avons eu des moments fantastiques. Donc c'est vraiment les meilleurs souvenirs que je garde. Voilà. Et on vient de voir à l'instant cette photo illustrant votre mariage avec M. Bambara. Oui. Et quel est le moment ou une situation qui vous attriste à ce jour? Une situation qui m'attriste depuis 2012, c'est la perte de mon mari. Vous savez, quand on a perdu sa moitié, c'est vraiment douloureux. Et on garde ce souvenir, on vit avec, c'est vraiment difficile. Il faut être à la fois le père et la mère pour les enfants. Il faut aller de l'avant. On ne peut pas se morfondre indéfiniment. Et c'est comme l'a dit Albert Einstein dans son manifeste, la vie c'est comme une bicyclette. Et pour avancer, pour garder l'équilibre du moins, il faut avancer. Donc c'est comme l'a dit Albert Einstein, la vie c'est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut aller de l'avant. Et avec les enfants, nous faisons tout pour aller de l'avant. C'est très difficile. Mais avec la grâce de Dieu, nous continuons d'avancer. Justement, devant une difficulté quasi insurmontable, qu'est-ce que vous faites? Je mets en avant ma foi en Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Et quand j'ai de grandes difficultés comme ça, je me mets dans la prière et je confie tout à Dieu et je lui demande, je n'ai pas d'autre recours. Vous appelez Awa, oui. Carole, vous avez ces 2 prénoms? Oui. Vous êtes chrétienne ou musulmane? Je suis croyante en Dieu. Parce que je n'aime pas
diviser la foi en Dieu. Dieu, il est seul, il est unique. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il est là, il est l'unique. Maintenant, les histoires de religion. Sinon, je suis née de famille musulmane. J'ai été baptisée à l'église protestante et j'ai été confirmée à l'église catholique. Ça me permet d'avoir une vision assez grande des religions et de me centrer avec mes enfants sur la religion catholique. C'est la religion du papa que j'ai suivi. Quel acte vous avez déjà posé pour lequel vous avez des regrets, parfois, pourquoi pas, incommensurables? Là-dessus, j'ai du mal à dire parce que, bon, c'est peut-être les gens qui ont subi cet acte qui peuvent dire quelque chose. Sinon, je n'en ai pas mémoire d'avoir profondément blessé quelqu'un ou d'avoir posé un acte que je regrette. Franchement, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait la prison. Et je ne pense pas avoir commis un acte que je regrette profondément. Bon, ce que je regrette, je parlais tantôt de mon mari, il vivait vraiment, c'est le travail, il faut être droit, et on ne s'est pas beaucoup amusé. Et c'est peut-être ça que je regrette. Parce que quand on regarde dans le rétroviseur de sa vie, on se dit, ben, la vie, vraiment, il faut la vivre, quoi. Et nous n'avons pas eu beaucoup de temps de vivre en dehors de la famille, à deux, en amoureux et tout. Et je regrette un peu ça. Et c'est des regrets qui vont me suivre, puisque bon, c'est maintenant avec les enfants, peut-être. Peut-être qu'il y a forcément un lien entre cette réponse et la question qui suivait. Vous allez nous le dire ou pas. Si vous devez reprendre votre vie, oui, quelle facette de celle-ci souhaiteriez-vous voir changer? Peut-être me donner du temps à moi, plus de temps à ma personne, à ma famille, parce que c'est le boulot, c'est la famille. On n'a pas le temps de faire autre chose. Et peut-être ce que je changerais, c'est peut-être ce côté-là. Se détendre de temps en temps avec les enfants. Aller, je ne sais pas, on a des sites à visiter au Burkina. Aller par exemple, je ne sais pas, du côté des cascades ensemble en famille ou aller ailleurs au Burkina mais je crois que ce n'est pas tard. Il n'est pas tard pour vous rattraper. Quel est votre message à l'intention de la jeunesse qui nous suit? Oui. La jeunesse, vraiment, c'est des encouragements. Et l'éducation, c'est mon domaine et c'est surtout ce côté-là. Parce que l'éducation, c'est le fondement de tout. Une bonne éducation, c'est ce qui permet à la société de se régénérer et d'aller de l'avant. Et à cette jeunesse-là, je dis, il faut croire en ce que vous faites, mais il faut bien faire les choses et dans la droiture. Quand on dit burkinabé, il faut vraiment cultiver le burkindi, comme on dit. Et être burkinabé, c'est vraiment mettre en avant les vertus et mettre de côté les vices. Et il y a beaucoup de vices. Et j'invite les jeunes à vraiment s'investir dans le développement du pays, dans la droiture. Le président Sankara, quand il était encore Premier ministre, s'est adressé à la jeunesse de Bobo, c'était le 14 mai 1983. Et pour galvaniser la jeunesse, il avait dit, une jeunesse mobilisée est une bombe en puissance. Et c'est une bombe qui fait craindre même les grandes puissances. Donc, une jeunesse mobilisée pour travailler ensemble dans la cohésion, c'est vraiment ce qui va être la bombe qui va booster vraiment le développement de notre pays. Et j'encourage les jeunes. Il ne faut pas vouloir des raccourcis. La vie facile, ça mène toujours au décor, quoi. Donc, il faut vraiment être conscient, être consciencieux, travailler de l'avant et surtout aller puiser dans notre culture là pour retirer les valeurs et puis vraiment travailler ensemble, main dans la main. Vraiment, courage à la jeunesse. On est là, nous les tantis, les mamans, pour vous soutenir. Pour accompagner les jeunes. Pour accompagner les jeunes. D'accord. Madame Bambara, à présent, il s'agit d'une rubrique bonus où nous vous demandons de citer un proverbe dans votre langue ou une langue d'Afrique. Je précise bien que vous appelez Madame Awa Carole Bambara, née Congo. Donc vous êtes à cheval entre les Bissa oui. et les Mossé. C'est vrai.
Et quelle citation vous allez J'hésite entre le choisir? Boré et le Bissa. Vous comprenez le Bissa? Oui, je parle le Bissa et je fais tout pour que les âgés. Pour ne pas faire de jaloux, nous vous permettons voilà. Bon. Parce qu'il ne faudrait pas faire de jaloux. D'accord. En Bissa, je dirais Kiri Ganze, qui nous doit tête en les mains. Quand tu trébuches, si tu n'es pas tombé, ça veut dire que tu as fait un bond en avant. Parce que trébucher, ça vous oblige à aller 1 ou 2 pas en avant. Donc, ce proverbe pour dire aux jeunes, il ne faut jamais se dire « j'ai échoué, j'ai du mal, je ne sais pas quoi faire ». Non, la vie, c'est comme ça. On trébuche, il faut courageusement continuer son chemin. Donc, c'est toujours dans la galvanisation des jeunes. Il ne faut jamais abandonner parce que bon, les parents ne sont pas assez riches pour s'occuper de moi, je ne sais pas comment faire. Non, il faut entreprendre, il faut aller de l'avant. Le deuxième proverbe, c'est « Amore, haya haya, nseker suguri ». Ça veut dire, littéralement, c'est ensemble en criant « Allez, qu'on réussit à soulever le toit de chaume pour poser sur la case ». Et l'image que j'aimerais partager de ce proverbe, c'est que dans notre situation nationale actuelle, tous les acteurs sont appelés à agir pour vraiment la cohésion dans le travail. Donc, chacun doit jouer du moins sa partition. Chacun doit jouer sa partition parce que nous sommes tous des maillons d'une même chaîne. Et c'est comme sur un terrain de foot, de volley ou de basket. Tous les acteurs ne marquent pas des buts, mais chacun concourt à marquer le but. Donc, vraiment. Voilà qui est bien. Oui. Merci. Vous nous avez fait voir une photo où on vous retrouve avec les colombes de la Révolution. Oui. C'était des artistes talentueuses sous la Révolution et vous avez fait partie des colombes de la Révolution. Une belle expérience. Que gardez-vous de cette expérience? C'est des souvenirs de la Révolution. Nous étions jeunes, vivants, pleins d'énergie et chacun devait faire quelque chose. Et nous, on a choisi la musique pour accompagner le camarade Tom 5. On l'appelait affectueusement Tom 5, Thomas Sankara. Et vraiment, c'était une belle expérience parce que nous avons été comme des véhicules de la culture burkinabé à l'étranger, même un peu partout, pas seulement en Afrique. Malheureusement pas enregistré d'album. Nous n'avons pas enregistré d'album, juste les concerts spontanés, surtout quand on accompagnait le président Sankara lors de ses missions. L'équipe de Leçons de vie a une chance inouïe aujourd'hui parce que c'est un exercice craint par certains invités où nous leur demandons à la fin de l'émission de fredonner un titre qu'ils affectionnent, qu'ils aiment particulièrement. Vous avez été artiste. Quelle était la chanson phare? Faites-nous amenez-nous à revivre cet instant avec les colombes. Quel est le morceau phare que vous reprenez? Non, je vais pas. Je n'ai pas l'autorisation des colombes pour parler, pour chanter. Non, ne vous en faites pas pour cela. Hein? Donc, on vous permet un titre phare des colombes de la Révolution. On va rendre grâce à Dieu, c'est lui qui nous a aidés pour qu'on puisse sortir de cette situation-là. Allez-y. Ok, je dirais Song bala wende, song ne song bala wende, to you no pirim suri sudugdi, to nor kokayin ye, song ne song bala wende. Et les colombes de la Révolution fredonnaient de temps en temps ce genre. Une autre fois. D'accord. Une autre fois. On vous invitera sur un autre plateau où okay, on verra. Vous allez fredonner quelques titres des colombes de la Révolution. Merci à Mme Bambara de nous avoir accueillis chez vous. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous, Mme Bambara, de nous avoir accueillis chez vous. Nous remercions également tous les intervenants dans cette émission, de même que l'équipe technique qui a abattu un travail assez remarquable. Ça pourra se constater à l'écran et les téléspectateurs jugeront. En tout cas, bonne suite en suivant le reste du programme de la télé au cœur de nos défis.